Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je vais vous parler de la fermentation, ce phénomène qui existe en fait depuis la nuit des temps et que l'homme a appris à découvrir, à apprivoiser et qui finalement s'annonce de bon augure pour les innovations à venir et pendant, je vais peut-être pas parler de millénaires, mais sûrement pendant des siècles. Alors si on veut se représenter à l'échelle de la planète, la fermentation elle est pratiquée par des micro-organismes qui sont en termes de masse bien plus importantes que la masse humaine, puisqu'il y a à peu près 13 000 fois plus de masse de micro-organismes sur Terre que des 8 milliards d'humains, sans compter la fermentation qui se passe évidemment dans nos entrailles. Je vais en parler. Alors, la fermentation, elle existe depuis très longtemps. On l'a découverte un peu par hasard il y a plusieurs théories, mais enfin, mettons grosso modo il y a 5-6 000 ans dans l'Égypte ancienne, où tout à coup les galettes de céréales et d'eau qui étaient restées plates pendant longtemps se sont mises à lever. Voilà, elles se sont mises à lever. Alors évidemment, on croyait au miracle. C'était de la magie, voire de la sorcellerie. Et c'est ce qui a donné le pain. Et parce que cette pâte s'est levée, on a appelé ce qui faisait lever le pain le levain. Le levain qui est en fait un mélange de levures et de bactéries naturellement présentes dans l'air qui est venu ensemencer de la farine et de l'eau. Cette farine et cette eau dont on sait maintenant comment ça fonctionne, cette fermentation, puisque c'est tout simplement la levure qui, en mangeant le sucre venant de l'amidon de la farine, va produire du CO2, du gaz carbonique, qui va faire lever la pâte, et un petit peu d'alcool qui, lui, va s'évaporer au cours de la cuisson du pain. En fait, la fermentation, si on regarde, on pourrait, je pense, faire un bouquin sur la fermentation dans l'alimentation. Elle est partout. Alors tout le monde sait que la bière, c'est un aliment fermenté, le vin aussi, mais il y a des aliments beaucoup plus, des aliments qui sont aussi dans nos habitudes alimentaires, le yaourt, le chocolat même, puisque les fèves de cacao sont fermentées, le café, les fromages, le saucisson, j'en passe et des meilleurs. Et en fait, la fermentation n'a pas de frontières. La fermentation se retrouve pratiquement dans toutes les cultures. Et on peut citer quelques exemples. J'ai pris le kimchi coréen, le kéfir, c'est un peu plus proche de chez nous, le tempeh, très prisé au Japon, qui sont des fèves de soja fermentées. Fermentation qui d'ailleurs permet aussi de produire de la vitamine B12 notamment, qui manque tant aux gens qui suivent un régime végétalien. La fermentation, c'est aussi la découverte de médicaments. Et le premier, à ma connaissance, qui est enregistré en tant que médicament, vous connaissez probablement son nom, je ne fais pas de publicité donc je ne le cite pas, mais il est à base de Saccharomyces boulardii, donc c'est une levure qui a le statut de médicament, qui est utilisé, prescrit dans les diarrhées aux antibiotiques, les diarrhées du voyageur, etc., très connu, très utilisé, y compris en pédiatrie. Et finalement, cette levure a été découverte sur la peau du litchi par un certain Boulard, qui a donné son nom au Saccharomyces boulardii. C'est logique. La fermentation, c'est aussi le secret de l'effet santé des fibres alimentaires. Vous avez ici le docteur Burkitt, qui est un des deux médecins qui, dans le courant des années 70, ils ont constaté que les populations de certaines régions en Afrique faisaient moins de toute une série de maladies que le londonien, et ils ont recoupé ça avec le volume des excréments. Ah, il y a plus d'excréments dans les régions en Afrique que pour le londonien. Et donc, ils ont conclut que dans l'alimentation, il y avait quelque chose qui ressortait dans les excréments et que c'était favorable à la santé puisque c'était associé à moins de maladies de civilisation. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait en réalité parce que pendant longtemps, les fibres ont été vues comme un simple acteur mécanique du transit intestinal. Ce n'est plus récemment qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les fibres, une partie disparaissait. Tout ne ressortait pas, loin de là. Il y a énormément de fibres qui sont ingérées et qui ne sont pas excrétées. Pourtant, elles ne sont pas absorbées au niveau du tractus digestif supérieur, dans l'intestin grêle. Qu'est-ce qui se passe? En fait, ces fibres sont fermentées dans le côlon par notre microbiote intestinal, dont on parle beaucoup. Microbiote qui représente des centaines de milliers de milliards de micro-organismes dans chacun de nous et qui sont 10 fois plus nombreux que l'ensemble des cellules de notre organisme. Ce qui amène certains à dire qu'on n'est que 10% humain et 90% bactérien, c'est en nombre de cellules, pas en poids, évidemment. Et donc, ces fibres sont en partie fermentées, elles servent de substrat de nourriture au microbiote intestinal, qui nous le rend bien,
Et ce microbiote, vous savez qu'aujourd'hui, on associe énormément d'aspects santé en rapport avec le microbiote, et on sait que chacun a son propre microbiote, exactement comme une empreinte digitale. Le microbiote vous caractérise, et on sait, pour faire simple, qu'aujourd'hui, plus le microbiote est diversifié, donc plus il y a un nombre de populations différentes, et plus le microbiote est abondant, mieux c'est pour la santé. Plus faible risque d'obésité, plus faible risque de résistance à l'insuline, de diabète de type 2, de maladies cardiovasculaires. Et on s'intéresse maintenant à la santé mentale. La santé mentale, alors vous allez me dire, bon, c'est très bien, mais en quoi tout ça va changer ma vie, la fermentation? Alors je voudrais préciser ici, ce qui va changer, ce n'est pas la fermentation en soi, c'est la fermentation maîtrisée. C'est ce qu'on va pouvoir faire, ce qu'on fait déjà en partie, mais il y a aussi des fermentations qui peuvent être non désirables. Il y a des inconvénients à la fermentation, c'est le paix ou prout si vous préférez, c'est l'émission de gaz par l'anus qui est le produit de la fermentation. C'est gênant socialement, mais ça n'a rien de pathologique, c'est le signe d'une activité microbienne et c'est tout à fait naturel. Après, dans certaines limites. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec cette fermentation? On s'intéresse à ce qui peut nourrir favorablement le microbiote, c'est cette notion de prébiotique avant la vie. On retrouve essentiellement des fibres alimentaires, pas toutes les fibres, mais certaines fibres vont être utilisées de manière privilégiée par certains groupes de bactéries qui vont générer des effets, un bénéfice pour l'autre. C'est le principe du prébiotique. On peut aussi extraire des fibres prébiotiques comme les fructanes, l'inuline, de la chicorée par exemple, pour élaborer des aliments qui vont avoir une action précise sur certains groupes de bactéries que l'on veut stimuler et dont on sait qu'elles vont avoir un effet bénéfique pour la santé de l'hôte. Il y a une autre façon d'influencer l'écologie intestinale et donc toutes ces réactions de fermentation, ce sont les probiotiques. Là, il s'agit de micro-organismes que l'on ingère. On en ingère depuis longtemps. En fait, on en ingère moins parce qu'on a tendance à tout aseptiser. Et on se rend compte que les probiotiques, il y a beaucoup de littérature, même si aujourd'hui l'Autorité européenne de sécurité alimentaire ne reconnaît pas officiellement ni les probiotiques, ni les effets, à part la digestion du lactose. Au niveau scientifique, il y a énormément de recherches sur ces petites bébêtes, des recherches qui vont jusqu'à nous s'intéresser à un défi majeur dans nos sociétés, qui est la santé mentale. Et juste pour prendre cet exemple-là, parce qu'on a tendance à croire que ce qui se passe dans l'intestin, ça reste au niveau de l'intestin. Non, on sait parfaitement bien maintenant qu'il y a une communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau, ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau, qui commence à expliquer beaucoup de choses d'ailleurs, pourquoi le stress peut provoquer des désordres intestinaux, et pourquoi des désordres intestinaux peuvent générer des effets, rendre de mauvaise humeur. Et il y a des premières études maintenant qui ont été menées en Corée, avec certains probiotiques, dans une industrie IT, avec des gens avec un niveau de stress très élevé, qui montrent que la prise de certains probiotiques semble pouvoir être à même de réduire le niveau de stress. D'autres études qui suggèrent des modifications de l'humeur. D'autres études encore qui montrent une diminution des symptômes dépressifs. Alors, ce ne sont pas des antidépresseurs, mais voilà, il semble quand même qu'il ait un effet sur la santé mentale. La fermentation dans la food tech, elle a aussi énormément de rôle. On a parlé un petit peu des protéines. Alors c'est vrai, on peut produire tout ce enfin pas tout, mais énormément de choses avec la fermentation. Des protéines alternatives à la viande, des protéines alternatives aux produits laitiers. On peut fabriquer maintenant pratiquement les principales protéines des produits laitiers, toutes les caséines, lactalbumine, on peut les obtenir par fermentation. On peut produire des arômes qui sont produits selon un procédé naturel, même si on ne pourra pas appeler l'arôme arôme naturel, mais des levures sont capables de synthétiser des molécules, des acides aminés, l'acide glutamique en particulier, qui va donner un goût de viande, un goût de poulet, un goût de ceci, cela, sans poulet, sans viande, etc., et sans être un arôme artificiel. On peut aussi, avec la fermentation de précision, produire des pigments colorés, qui sont probablement l'avenir de cette génération de colorants qui nous dérangent un peu, nous les diététiciens, nutritionnistes. Je pense aux colorants azoïques qui sont quand même assez décriés. En France, ils doivent même faire l'objet d'un affichage spécial sur l'étiquette. Ces colorants azoïques qui pourraient à terme être remplacés par des pigments obtenus par la fermentation. Et
énormément d'enzymes, ces enzymes qui sont des clés pour déclencher toute une série de réactions chimiques, des réactions chimiques qui permettent par exemple d'obtenir des biocarburants. On parle beaucoup d'énergie en ce moment. Alors il y a eu toujours le débat de oui mais ça occupe des terres et ça nous prive de nourriture. Non, les biocarburants, l'avenir est aux biocarburants de deuxième génération, c'est-à-dire c'est-à-dire des matériaux qui vont être fermentés et qui ne privent pas l'homme d'une source comestible. Je pense à la lignine par exemple et à la cellulose qui n'est pas pour nous utilisable comme source d'énergie ou très très peu. On peut aussi envisager la fermentation pour dégrader toute une série de molécules et ainsi dépolluer l'environnement, également dans le recyclage. Et puis enfin, je terminerai avec le rôle quand même de la fermentation dans la nourriture, dans ce patrimoine gastronomique qu'on a et qui va continuer à évoluer, à s'étendre, d'une part au travers des aliments traditionnels, rien que dans le secteur de la bière, on voit bien à quel point la fermentation, les levures, etc., apporte une diversité qui, j'ai l'impression que chaque année, il y a plus de bières, de microbrasseries, de goûts différents, etc. Mais il y aura aussi de nouveaux aliments issus de la fermentation, c'est certain, de plus en plus. Et je pense, et j'espère en tout cas, que la fermentation, elle contribuera à nourrir l'homme et aussi à nourrir le plaisir de manger.